Bonsoir à tous, salut, chers, je vais dire téléspectateurs, si je peux ainsi parler, ou tous ceux qui me suivent. Je salue d'abord mon directeur de thèse, monsieur professeur Lamantion, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour sa détermination et son engagement à nous aider à travailler, ne serait-ce que pour lui emboîter le pas. Et que Dieu le bénisse abondamment. Alors, le livre qui nous est soumis à la lecture, est bien intitulé L'art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail universitaire à l'aide de l'Internet. Et cet ouvrage que je viens de présenter brièvement est écrit par Michel Beau, et cela à partir de l'année 1985. Et puis cela a été réédité en 2006. Et donc cet ouvrage comporte fondamentalement 41 chapitres. Et tous ces chapitres sont dédiés à éclairer tous ceux qui aspirent à s'engager dans une aventure qui les amènerait à la thèse. Et il est très important de noter à travers la lecture de ce livre qu'il ne faut pas s'engager à cette aventure par hasard, mais par hasard. Ce n'est pas parce que j'ai un frère, j'ai un oncle, j'ai une tante ou bien quelqu'un de ma famille s'y est engagé qu'il faut aveuglement lui emboîter le pas sans pour autant avoir en soi cette volonté manifeste, cette vocation, des attitudes qu'il faut pour vraiment mener à terme cette étude, pour ne pas dire la thèse. Alors, il importe qu'on prenne en compte certaines attitudes antérieures et certaines vocations, je vais dire la vocation première. Est-ce que je suis vraiment appelé à embrasser les recherches? Donc, c'est des questions qu'il faut se poser et ne jamais faire le suivisme. Alors, en parcourant ce livre, il faut forcément, je découvre qu'il faut forcément faire un test. C'est à l'issue d'un test, et quand on a le maximum de points qu'il faut, on peut maintenant s'assurer que vraiment on est appelé à entreprendre les études, à aller jusqu'au bout de la thèse. Mais si on voit qu'après avoir fait ce test à nous proposer par Michel Beau dans son livre intitulé L'art de la thèse, je ne vais pas tout reprendre pour ne pas trop perdre de temps, alors c'est à l'issue de ce test-là qu'on peut maintenant s'assurer qu'avec le nombre de points qu'on a, on peut maintenant s'engager à continuer ses études, à faire la thèse. Et tout est question de vision, tout est question d'ambition, tout est question de projection et tout est question aussi d'aptitude. Parce qu'il faut vraiment beaucoup de disponibilité. La thèse nécessite beaucoup de disponibilité, beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et si on n'a pas les prérequis qu'il faut, je pense qu'on risque de faire une thèse médiocre, de faire une thèse à l'à peu près, de faire une thèse qui ne va pas du tout servir à la société. Parce que c'est un problème qui est identifié. Et on travaille à apporter des solutions à ce problème qui a été identifié. Mais si on fait une thèse par formalisme, pas suivisme, pour plaire à quelqu'un, je pense que cette thèse ne servirait à rien. Donc il faut d'accord avoir le maximum de points après le test pour s'assurer vraiment qu'on est appelé à entreprendre ce long voyage. Donc il faut aussi connaître ses perspectives. Qu'est-ce que j'envisage pour l'avenir? Est-ce que, parce qu'on ne fait pas une thèse pour la cacher dans ses armoires, on fait une thèse en vue d'une mission, en vue d'une vision. Quel est mon avenir professionnel? Quelle est ma vision professionnelle? Qu'est-ce que je vise? Est-ce que les recherches me disent quelque chose? Donc je dois prendre en compte d'accord les aspirations qui m'attirent pour pouvoir m'engager à cela. Alors, si après avoir rédigé mon projet, donc en passant par le choix de mon sujet, je essaie de me planifier. Il faut tout obligatoirement prendre un sujet qui va te permettre d'aller loin.
Un sujet ne se fait pas, enfin le choix d'un sujet ne se fait pas par hasard. Je me lèche ou bien je trouve un sujet qui m'attire. Non, il faut réfléchir, lire les œuvres qui ont été déjà, je vais dire, faites avant toi et essayer de voir quel est le gap, qu'est-ce que les gens n'ont pas encore abordé, quelle est la bibliographie, quels sont les documents disponibles. Parce qu'on peut choisir un thème qui va paraître beaucoup plus génial, beaucoup plus originel, mais qui n'a pas assez de documents, dont on n'a pas la documentation. Et là, on risque d'entreprendre des études et d'être bloqué en chemin. Et quand on est bloqué, je pense que cela pourrait être pour nous croque en jambe et un objet de découragement. Donc, il faut prendre en compte d'accord les études qui ont été déjà effectuées dans le domaine et le gap, le vide qui n'a pas, enfin, le côté qui n'a pas été abordé dans les études. Et là, c'est une innovation, c'est un plus à apporter d'accord à ce qui a été déjà fait. Donc, c'est très important de choisir son sujet en tenant compte de tous ces paramètres. Parce qu'un sujet choisi peut influencer votre avenir, peut déterminer la suite d'accord, de votre avenir professionnel. C'est pourquoi il faut aussi associer, d'accord, eh bien, dans ce choix, le maître. C'est très important. Parce que si le sujet que tu choisis, le thème que tu choisis ne correspond pas aux aspirations de ton directeur de mémoire qui est appelé, d'accord, à t'aider dans tes premiers pas dans le monde professionnel, dans le monde, je vais dire, dans ta carrière, cela ne pourra pas marcher. Si tu choisis un thème et ton directeur de mémoire n'a pas apprécié ou bien n'a pas les éléments qu'il faut pour t'accompagner jusqu'au bout, c'est sûr qu'en cours de chemin, tu vas te souffler et tu vas finir par abandonner ou bien tu feras une thèse médiocre. D'accord. Donc le sujet doit alors intéresser ton maître et tu dois avoir la documentation qu'il faut pour l'aborder et il faut tout faire pour prendre en compte les compétences de ton maître. Je l'ai dit plus tôt, les compétences et les centres d'intérêt de ton maître. Et tout à l'heure, on va revenir aussi au choix du maître. On ne se lève pas d'un coup de tête pour dire que bon, je vais choisir tel maître ou bien je veux que tel maître m'accompagne. Non, il faut tenir compte alors des aptitudes de ce maître. Et là, Michel Bois encore a prévu un test. Il a prévu un test. C'est pas qu'on ira voir un maître pour le soumettre à ce test-là, non. On tient compte des étudiants qu'il a déjà encadrés, d'accord, en sondant un peu le caractère, les aptitudes de ce maître, sa manière d'agir. Est-ce qu'il a le temps d'écouter, d'accompagner, de se dévouer, d'accord, à la cause des étudiants. Donc ce test-là a prévu des paramètres à prendre en compte, d'accord, qui peuvent nous aider alors à détecter exactement le maître qu'il nous faut en fonction de notre thème alors pour nous aider à aller jusqu'au bout et bien de notre marche, de notre voyage. Donc avoir aussi la documentation nécessaire qu'il faut, c'est important, s'assurer qu'on a un bon directeur, d'accord, à la suite de ce test dont j'ai déjà parlé, sonder aussi les étudiants qui travaillent avec lui, donc pour avoir une idée assez claire, se soumettre maintenant à une démarche générale après avoir fait ce travail. Donc la capacité intellectuelle est importante. Si tu n'es pas intellectuellement mûr, tu peux entreprendre cette étude et en cours de chemin abandonner. Donc il n'y a pas de thèse sans méthode. Il faut avoir une stratégie, une méthodologie bien définie, bien claire et avoir une vision de là où tu vas et le chemin à emprunter pour y arriver. Donc une maîtrise correcte de la méthodologie est importante. Savoir utiliser les outils informatiques, c'est important de nos jours. D'abord, le titre même du document le stipule. À l'aide de l'Internet, on ne peut pas aujourd'hui faire sans Internet. Donc c'est dommage de constater qu'il y a des doctorants qui ne peuvent pas manipuler leur ordinateur et qui ne peuvent même pas saisir, je vais dire, leurs documents. Et ils vont dans les cyber, et ils vont dans les centres de saisie. Et puis, je ne sais pas, on ne peut pas aujourd'hui faire, d'accord, eh bien, les études du 3e cycle sans maîtriser l'Internet. C'est impossible. Donc l'usage de cet outil-là est incontournable. Il faut maîtriser l'Internet, il faut maîtriser la manipulation de l'ordinateur. Et cela va nous aider à faire l'interprétation des données qu'on aura collectées, les statistiques qu'on aura présentées et le PowerPoint aussi pendant le jour de la présentation. Donc je pense que c'est très important pour nous alors de maîtriser l'usage de l'outil informatique. Cela va nous aider à progresser bien, dans notre recherche. Établir donc un calendrier assez clair, le calendrier de travail. Surtout pour ceux qui sont professionnels, ceux qui sont libres, bon, ils peuvent s'organiser plus ou moins, mais ceux qui travaillent et qui sont occupés durant toute la journée, mais il faut définir une heure qui sera dévouée à la recherche le soir, peut-être pendant que les enfants dorment,
Tu peux te dire, bon, de telle heure à telle heure, je vais m'occuper de la recherche. Parce que s'il n'y a pas cela, ça ne peut pas marcher. Une bonne planification, alors, est importante, est incontournable pour mener jusqu'au bout les recherches. Il faut organiser donc sa vie aussi de famille, hein, et de couple. Voilà. Si tu sais que tu as des enfants qui peuvent te perturber, la femme est là, et tout est question de planification. Et si ta femme sait que, attention, tu t'es engagé dans des études sérieuses et pendant 3 bonnes années au moins, elle doit savoir alors comment t'aborder, à quelle heure t'aborder et ce qu'il faut te dire et quand il faut te dire pour ne pas empiéter sur cette capacité de réflexion, de rédaction. Parce que tu ne pourras pas être en pleine réflexion et puis ta femme viendra te parler de l'argent, bien te dire tel enfant fait tel enfant, ça va te déconcentrer. Tu vas perdre même le fil de l'idée et tu ne pourras pas plus y revenir. Donc c'est très important alors de se planifier et planifier sa vie familiale en fonction, eh bien, je vais dire, de cette nouvelle forme de vie à adopter pendant au moins quelques années. Donc l'élaboration de la problématique est importante, il faut le faire. Je l'ai dit, organiser sa vie de famille. Il faut un bon plan de rédaction, c'est très important. Sans ce bon plan de rédaction, le travail est voué à volo. Parce que quoi, si tu ne sais pas où tu vas, par quelle manière aller, les moyens dont tu disposes, tu ne pourras pas y arriver à temps. Même si en chemin, il doit y avoir des crocs en jambes, des imprévus, toi, tu as cette capacité d'anticipation pour, je vais dire, limiter au moins les dégâts. Mais ne rien planifier, je pense que c'est jeter à l'eau et on risque d'aller à volo. Alors, c'était une parenthèse. Eh bien, ne pas, je vais dire, entamer directement, d'accord, la rédaction sans pouvoir planifier, je le dis toujours. La documentation, elle est importante. La question, d'accord, est principale au cœur de la problématique. C'est-à-dire la question principale de ce thème-là se trouve dans la problématique. Tu ne peux pas aborder une problématique sans qu'on le retrouve exactement, d'accord, la question phare, d'accord, de ta recherche. Si je prends un exemple, tu veux résoudre un problème relié au speaking en anglais parlé, mais qu'est-ce que tu as constaté? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, quelle est la question maîtresse qui t'anime quand tu abordes alors ce pan du sujet que tu veux régler, du problème que tu veux régler? C'est très important de s'assurer qu'on a une idée claire de la problématique et de la question principale avant maintenant de continuer la marche. Alors, il faut rédiger l'ensemble des chapitres. Voilà. Rédiger l'ensemble des chapitres. Il ne faut pas occulter des chapitres. Il faut déjà que tu as un plan assez clair de là où tu veux aller. Maintenant, tu rédiges de façon claire tous les chapitres. Et il faut indubitablement un moment de relecture. Ce moment de relecture alors nous permet donc de revoir nos erreurs, de revoir les non-dits, de revoir ce qu'on a mal dit, de chercher à corriger ce qui a été mal dit et de pouvoir maintenant rendre un travail potable. Parce que quand on parle de thèse, ce n'est pas d'abord une affaire d'une seule personne, de 2 personnes, non, de plusieurs personnes. Donc c'est à l'international et beaucoup de personnes sont appelées à lire. Donc c'est un document potable, c'est un document international, c'est un document sérieux. Et cela demande beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, beaucoup d'abnégation. Et c'est tout cela qu'il faut prendre en compte alors quand on veut rendre un travail vraiment potable, un travail vraiment digne. Donc c'est au bout de l'effort qu'on y arrive. Donc la table des matières aussi doit être aussi bien organisée de façon claire et édifiante, de façon claire et convaincante, je vais dire, non édifiant, de façon claire et convaincante. Et même tout ce qui a trait à la dédicace doit se faire dans les normes standards. Il ne faut pas écrire, il ne faut pas, je vais dire, copier pour copier ou bien juste voir ce que les gens font. Non, il faut sortir de l'ordinaire, il faut être créatif, il faut être poétique. Et là, je me rappelle, c'est mon directeur de thèse qui le martèle, voilà. Il ne faut pas faire le suivisme. Il faut de la créativité, de l'art. Parce que c'est de l'art en réalité. Tu écris, tu innoves. Il faut qu'il y ait vraiment de créativité dans tes dédicaces aussi. Et tout cela, eh bien, rend spécial le travail que tu as fourni. Donc c'est ça. Il faut vraiment présenter un travail potable et donc organiser aussi tout ce qui a autour de la soutenance, le jour de la soutenance, même la date. Donc il faut anticiper
tout cela, là, ça dépend de la communication que tu as avec ton maître et de tous ceux qui t'accompagnent. Et même le jour de la soutenance, il faut être relax, il faudrait que tu convainques les membres du jury parce que c'est un travail que tu as fait pendant une bonne période, un bon moment. Donc il ne faudrait pas que ce jour-là, tu sois en train de tituber. Même s'il y a un peu d'émotion qui anime, il faut les surmonter et puis essayer de convaincre les membres du jury que tu as fait un travail potable et que tu t'es déployé vraiment et que ce travail que tu proposes est digne d'un docteur. Parce que te décerner le rang d'un docteur, t'accepter dans le grade des docteurs aussi, cela mérite, c'est vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de détermination. Donc c'est très important. Donc après la soutenance, il ne faut pas croiser les bras pour penser que tout est terminé. Non, il faut continuer à travailler parce que le travail n'est pas toujours parfait. Il y a des aspects peut-être que tu as occultés pendant que le maître était en train, pendant que les membres de jury étaient en train de t'évaluer, ils ont eu à souligner des aspects que tu n'avais pas pris en compte alors. Il faudrait maintenant que tu travailles à intégrer ces conseils, ces consignes, et pour que le document qui sera sorti soit un document au complet, soit un document valable je vais dire vendable si je peux le dire, un document qui va convaincre tes pairs et qui vont continuer à te faire confiance parce que la marche ne s'arrête pas ne s'arrête pas seulement à la thèse. Il faut visionner grand. Après la thèse, il faut devenir maître assistant. Et pourquoi pas maître de conférence. Et j'ose le dire, professeur titulaire. Parce que ceux qui le deviennent n'ont pas de tête. Et donc, si on travaille, si on se donne à fond, et si la grâce de Dieu nous accompagne, eh bien, nous pouvons aller loin. Donc, de façon résumée, c'est ce que moi je peux dire par rapport à ce livre qu'on nous a remis. Et je dis infiniment merci à mes prédécesseurs, ceux qui ont déjà planché. Je présente mes excuses au docteur, nous on est beaucoup plus bousculés. Il y a beaucoup de choses qui nous retiennent, mais je sais que l'essentiel c'est de prendre le train en marche et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Merci pour votre attention soutenue. Je suis ouvert à toute critique et à toute suggestion pour mieux parfaire mes présentations. Bonne soirée et à tout moment.